Bonsoir, voici les titres du 19-20. Nouveau drame à Mantes-la-Jolie, une femme policier et un jeune délinquant sont morts la nuit dernière. Le nouveau gouvernement algérien serait constitué, intervention télévisée attendue ce soir de M. Rosali, le Premier ministre algérien. Enfin la victoire en 5-7 de l'Américain Jim Courier au terme d'une rencontre marathon cet après-midi à Roland-Garros. Ce sont donc les titres de l'actualité commentés ce soir par le réalisateur algérien Lakhdar Amina. Il est ce soir le grand témoin du 19-20. À Mantes-la-Jolie, les policiers affirment que le drame de la nuit dernière est une affaire de banditisme très éloignée du mal de vivre des banlieues. La mort d'une jeune femme policier, suivie de celle d'un jeune homme de nationalité algérienne, replonge pourtant ce soir la commune des Yvelines dans les affres d'une violence qui se nourrit souvent du chômage et de la petite délinquance. Reportage de Philippe Basquin et Hervé Dino. Ce soir, seuls les témoignages des policiers permettent d'appréhender les événements de cette nuit, car aucun des participants à cette équipée sauvage n'a été pour l'instant interpellé. Tout commence vers 2 h du matin, quand une patrouille de police repère un groupe de jeunes qui, à bord de 5 véhicules volés, effectuent un véritable rodéo dans les rues de la ville. Quelques minutes plus tard, cette patrouille tente d'intercepter un des véhicules, une Renault 9. Mais le conducteur fonce alors vers la voiture de police. Les 3 agents tentent de s'éjecter du véhicule, mais Marie-Christine Baillet, une gardienne de la paix de 32 ans, n'est pas assez rapide et les percutée de plein fouet. Les agresseurs s'enfuient, mais ils vont revenir 10 minutes plus tard à la charge. Un des policiers ouvre alors le feu et atteint à la tête Youssef Kaïf, 23 ans, qui est tué sur le coup. Christine Baillet, la policière, elle succombera à ses blessures peu de temps après son admission à l'hôpital. Le ministre de l'Intérieur, qui s'est immédiatement rendu sur place, a dénoncé tout amalgame entre le malaise des banlieues et ce délit de droit commun. Le conducteur avait délibérément l'intention, j'en suis moi persuadé, j'ai vu la voiture de la police qui a été percutée, de percuter le véhicule et par conséquent, prenez le risque de tuer. Cette jeune femme est morte, c'est d'abord elle que je pense. Quant à Youssef Kaïf, il était apparemment connu des services de police. Suspecté d'un casse dans une bijouterie, il avait déjà effectué 1 mois de détention préventive. Quant à ses comparses, aucun d'entre eux pour l'instant n'a pu être identifié. Lakhdar Amina, c'est une affaire qui reste dans celle du banditisme ou à votre avis peut-on évoquer le mal des banlieues? Je crois que les deux sont liés. Je crois qu'on peut parler d'abord de banditisme, mais en sous-main, je pense qu'il y a aussi le mal des banlieues. De toute façon, une chose est sûre, que c'est une affaire qui fait reculer le problème de l'immigration. Et je dis que ce soit, mais vraiment avec tristesse, qu'on vient de donner vraiment une matraque à M. Le Pen pour frapper sur la tête de l'immigration. M. Le Pen a gagné quelques points avec cette affaire. Voilà où j'en suis, moi. N'en connaissons pas plus, donc je ne peux pas porter de jugement encore, a priori, sur la situation, parce que je ne connais pas toute l'affaire. Avez-vous le sentiment que les jeunes gens qui vivent, bon, prenons le cas de Mantes-la-Jolie, mais c'est un cas parmi tant d'autres au niveau des banlieues, ont conscience justement que des agressions comme celle-ci leur portent un tort considérable? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense qu'il y a une espèce d'escalade de la violence, une espèce d'escalade de je suis un homme, tu es un homme, alors on va faire des choses, etc., etc. En plus, je pense, quand quelqu'un se met du sparadrap autour des doigts, c'est pourquoi faire. C'est pour ne pas laisser d'empreinte, pour ne pas laisser d'empreinte. Donc, je dis que c'est une affaire qui fait reculer, moi, le problème d'immigration, cette affaire. Le calme est revenu dès les premières heures de la matinée à Mantes-la-Jolie où la population semble vivre avec inquiétude les débordements de violence nés dans le quartier du Val-Fouré. Enquête sur les lieux mêmes de l'accident à Gassicourt, carrefour entre la campagne et les quartiers populaires. Pascal Justice, Laurent Pelletier. Le quartier de Gassicourt ressemble à un petit village. À quelques mètres de là, la ZUP du Val-Fouré, un autre style. C'est au carrefour de ces deux mondes que s'est tragiquement terminé le rodéo de cette nuit. Pour les habitants du coin, pas de doute, les jeunes arrivaient d'en face. Au Val-Fouré, c'est vrai que les gens disent que toutes les nuits, il y a des rodéos de voitures, etc. etc. Bon, ben moi, je connais pas le Val-Fouré, bon, mais j'y vais pas. C'est vrai que c'est deux mondes à part. Et j'irai de moins en moins aussi, c'est sûr. Ça vous fait peur? Un peu, oui. Oui, c'est vrai, ça me fait un peu peur. Tant qu'il n'y aura rien à Mantes, il n'y aura pas de... Je sais pas comment dire. Il n'y aura pas des choses pour les jeunes pour qu'ils s'amusent. Ça sera toujours comme ça. Tant qu'il n'y aura rien du tout, ça sera la délinquance et la délinquance. C'est tout ce que ça sera maintenant. Ils n'ont rien à faire, comme s'ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas de travail. Ils ne continuent pas leurs études comme il faut. Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je travaille à Paris. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Je travaille en restaurant. C'était dur de trouver du travail dans le coin? Pas trop dur, mais
les élèves ne cherchent pas. Pourquoi est-ce qu'ils cassent comme ça? Qu'ils nous expliquent, qu'ils nous disent si on peut faire quelque chose pour eux. Et que surtout, tous les immigrés, les adultes, ne laissent pas s'instaurer ce climat. Au marché du Val-Fouré, le vendredi, c'est magnifique. C'est formidable parce qu'il y a de tout. Il y a des parents noirs, des mamans noires avec leurs bébés qu'elles portent, avec leur costume local. Moi, j'aime beaucoup ce marché du Val-Fouré. Je trouve qu'il est représentatif du climat qu'il y a sur Monte, mais pas du climat de dégradation. Et les quelques-uns qui se tiennent mal font monter le racisme. Et ça, moi, je l'ai déjà dit à quelques-uns qui abîment ou sur la place ou qui jettent du verre ou des choses. Je l'ai déjà dit. Et je suis très inquiète de la montée du racisme. Alors, la Carmine, à un moment donné, vous m'avez dit que je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Oui. Non, je dis que ça ne suffit pas de dire parce qu'il y a chômage, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, qu'on puisse exhiber cette violence, bien sûr. Je pense qu'il y a un problème qui se pose avec ces jeunes, toute l'immigration, d'un côté comme d'un autre. Je pense que il faut le résoudre. Enfin, si je faisais un parallèle, par exemple, avec les jeunes Algériens, je dis que ce qu'ont les jeunes Algériens par rapport aux jeunes qui sont ici, les jeunes Algériens n'ont rien du tout. Rien du tout. Ici, ils peuvent prendre le tram, le RER pour aller voir un film, pour aller où ils veulent. En Algérie, il n'y a rien. En Algérie, c'est vraiment la porte fermée totalement. Vous comprenez? Alors vous leur dites quoi, là, aujourd'hui? Ce que je leur dis simplement, c'est qu'ils ne peuvent pas gagner leur place, ni leur... il faut respecter les autres, je pense. Il faut respecter... je ne parle pas des jeunes beurs, je parle surtout des jeunes immigrés. Il faut respecter le pays où ils sont, il faut se battre. Il faut se battre. La France est un pays légal, un pays de droit, il y a des moyens légaux. Voilà, c'est tout. La violence ne résout aucun problème. En tout cas, Michel Delbarre a formulé ce soir, invité du grand jury RTL Le Monde, 3 propositions pour éviter un été chaud dans les quartiers défavorisés. Il a proposé d'abord d'accentuer le soutien aux petits projets locaux qui coûtent, dit-il, 3 à 4 000 francs. Second projet de Michel Delbarre, à partir du 15 juillet, le CNJA fera venir dans les familles rurales 3 à 4 000 jeunes pour une durée d'1 à 3 semaines afin qu'ils participent, ces jeunes, à la vie rurale. Enfin, troisième idée, dit Michel Delbarre, j'y crois farouchement, il a annoncé qu'il était en discussion avec la Fédération française de football et le comité olympique pour multiplier les activités sportives dans les quartiers en difficulté, et ce, dès cet été. Politique, toujours maintenant, le deuxième tour, mais plus institutionnel, le deuxième tour de l'élection législative partielle à Belfort, où Jean-Pierre Chevènement brigue un nouveau mandat de député. Daniel Sportiello, en direct à Belfort, est-ce que vous avez déjà, sinon les premiers résultats, du moins les premières estimations de résultats? Oui, alors Eric, le seul taux fiable que je sois en mesure à l'heure actuelle de vous donner, car il faut dépouiller dans 44 communes et le dépouillement n'est pas terminé, c'est le taux de participation. Alors un taux supérieur de 4 points par rapport à dimanche dernier, avec une participation de 56,5%. C'est une participation satisfaisante au regard d'autres élections partielles. Sans doute l'effet mobilisateur de la venue sur le territoire de Belfort de stars nationales comme Edith Cresson, Jacques Lang, Alain Juppé. Donc plus de mobilisation, et ce que l'on peut dire actuellement pour Belfort, c'est que cette mobilisation semble avoir profité davantage à Jean-Pierre Chevènement, puisque sur 15 bureaux de vote, Jean-Pierre Chevènement obtient un score de 56,5%, un beau score, mais seulement sur Belfort, donc un résultat à prendre avec beaucoup de prudence. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que pour ce second tour, Jean-Pierre Chevènement avait fixé la barre très haut, 55%, et qu'il semble quand même difficile pour le maire de Belfort de parvenir à ce résultat. Voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant, Eric. Merci Daniel Sportiello. On vous retrouvera à 22h20, bien sûr, dans Soir 3 pour l'ensemble des résultats de cette élection législative partielle à Belfort et pour le témoignage, les premières réactions recueillies sur place. Le Premier ministre algérien, Sid Ahmed Rosali, devrait intervenir dans un peu plus d'1 heure à la télévision algérienne, bien sûr. Morad Aïtabouche est en direct à Alger. À votre avis, Morad, pourrait-on connaître dès ce soir la composition du nouveau gouvernement? Peut-être. En tout cas, il y a 2 possibilités, c'est sûr. La première, les consultations des différents partis de l'opposition ont pu être plus rapides et plus efficaces que prévu, auquel cas Ahmed Rosali, le nouveau Premier ministre, a déjà bouclé sa liste. Une équipe ministérielle qui, selon nos informations, serait alors composée de personnalités indépendantes et de technocrates. Leur mission consistera pour l'essentiel à organiser les prochaines élections législatives
prévu, je vous le rappelle, au mois d'octobre normalement. Deuxième possibilité, depuis 2 jours, la situation est calme dans le pays. Il pourrait donc décider tout simplement la levée de l'état d'urgence. Alors, le calme semble revenu à Alger aujourd'hui. Vous êtes allé dans les quartiers populaires? Tout à fait. Depuis 2 jours, le calme est revenu. Les commerces et les cafés ont réouvert. Ce matin, des milliers de lycéens ont passé leurs premières épreuves du baccalauréat. Bien sûr, ils étaient crispés, mais rien à voir avec l'état d'urgence. En revanche, dans les quartiers populaires où effectivement je suis allé, Belcourt ou Bab el Oued, l'Agdar Amina doit connaître, les jeunes islamistes étaient déçus. Ils attendaient tous le grand soir. Pour la majorité d'entre eux, le pouvoir et la République islamique étaient à portée de main. Et enfin, dans le centre-ville, on ne comprend toujours pas le silence des intellectuels. C'est peut-être une question à l'Agdar Amina. Pourquoi ce mutisme face à la crise? Alors, question, merci Morad Aïtabouche, question posée directe. Pourquoi ce mutisme face à la crise des intellectuels? Oh, mutisme, pas de ma part. J'ai toujours saisi un micro au passage, j'ai toujours fait tout ce qu'il fallait pour parler. Moi, je me suis toujours exprimé. Alors, cette crise, comment l'analysez-vous? Vous avez déclaré cette semaine que le fils avait raison de déclencher la grève générale. Sur une autre chaîne de télévision, j'ai dit je comprends les préoccupations du fils et la réaction légitime du fils. Pourquoi? J'ai dit, en m'expliquant, j'ai dit que à partir du moment où on a permis à cette association, à ce parti d'exister, alors que dans la loi algérienne, dans la constitution algérienne, il y a un article qui dit on ne peut pas créer une association politique ou un parti politique sur une base religieuse, sur la ségrégation des races ou du sexe. Or, le pouvoir a permis Il pouvait faire autrement? Bien sûr qu'il pouvait faire autrement. Et il a eu maintes occasions, après les débordements du fils, de pouvoir, je ne sais pas, pas le contrecarrer, mais de pouvoir au moins lui enlever l'autorisation d'exister. Bon. Donc à partir de ce moment, je dis que chaque fois que le fils a fait des débordements, l'histoire de Ouargla, quand on a assassiné, on a mis en flamme la maison d'une jeune femme où un enfant est mort, soi-disant de petite vertu. La deuxième fois, après des enlèvements, c'est-à-dire on a permis tous les débordements du fils. Et puis un beau jour, l'ex-gouvernement s'est caché, se sont enfermés pour, disons, faire leur magouille et faire un découpage, je ne dis pas un découpage électoral qui était en défaveur totalement du fils, mais aussi des partis démocratiques. Alors, votre sentiment quand même là, ce soir, le fils a gagné. Mais non, pas du tout, mais pas du tout, le fils n'a pas gagné. La grandeur, je crois que la grandeur de Sidi Ahmed Rozali a été du nouveau Premier ministre, qui ne manque pas quand même de poids et de cerveau, a été de leur trouver une porte de sortie. Parce qu'après les échecs des grèves, il leur fallait trouver une porte de sortie. Parce que il y a un accord FIS-FLN? Mais non, il n'y a pas d'accord FIS-FLN. Je viens de parler à 1 heure avec Alger, avec de sources très autorisées, qu'il n'y a pas eu d'accord. M. Abbassi Madani a été reçu par le nouveau Premier ministre. Il a demandé à ce que les élections soient... disons, rapprocher les élections présidentielles aussi. L'autre lui a dit, le Premier ministre lui a répondu, mais je ne suis pas là pour ça, je suis là pour organiser le pays et organiser des élections simplement pour les législatives. Voilà, un point et c'est tout. Maintenant que le fils aille dire que ça le regarde, c'est de bonne guerre, c'est la guerre des communiqués. Mais je peux vous dire qu'il n'y a aucun accord. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que l'ex-gouvernement a permis tous les débordements au fils. C'est pour ça que le fils... Et il y a une chose que personne... Je crois que la presse n'a jamais relevé ce point. Les jeunes qui sont montés au créneau à Alger, j'étais à Alger moi, il y a 4 jours j'étais à Alger, j'étais là-bas pour le repérage dans les quartiers pour le film de mon fils qui fait un film sur les événements d'octobre 88. Je peux vous affirmer que ce ne sont pas les gens du fils qui vont à la bagarre, qui sont allés jeter des cocktails Molotov, comme ça. Ça a été des jeunes, les jeunes de 88. C'est toujours les mêmes jeunes, comme ceux de Mantes-la-Jolie, les jeunes chômeurs qui n'en ont rien à foutre, etc., etc. Voilà un peu, si vous voulez, la situation aujourd'hui. L'actualité ce soir, c'est aussi le 9e et dernier jour de la visite du pape en Pologne. Jean-Paul II a poursuivi sa croisade au nom du renouveau moral, prêchant par ailleurs la paix sociale et pour une plus grande solidarité. Bilan d'un pèlerinage en terre natale, Joël François Dumont. La visite qu'effectue le souverain pontife en Pologne constitue un retour aux sources pour Jean-Paul II. Le pape a mis à profit cette visite dans sa Pologne natale pour appeler ses compatriotes à l'effort.
Se félicitant de voir son pays enfin recouvrir sa souveraineté nationale, après 45 années d'athéisme officiel, l'invasion nazie et l'instauration d'une dictature communiste, les Polonais ne doivent pas perdre la tête pour autant, a-t-il dit, en se jetant dans la civilisation du désir et de la consommation, condamnant au passage l'adultère et la pornographie. Poursuivant sa croisade pour un renouveau moral, Jean-Paul II s'est voulu l'avocat des droits de l'homme en plaidant contre l'avortement, tout en appelant les Polonais à manifester plus de solidarité et à rechercher ensemble la paix sociale. Un appel qui intervient alors que le mécontentement devant la politique d'austérité du gouvernement grandit dans un pays qui compte déjà 1 400 000 chômeurs, appuyant ainsi de son autorité morale la politique économique de Lech Walesa. Des propos qui s'adressaient aux jeunes en particulier, mais aussi aux Baltes et aux Ukrainiens venus en voisin. Les menaces d'attentats n'ayant en rien fléchi la volonté du pape de livrer son message pontifical dans un pays où il fut longtemps lui-même, avant Walesa, le symbole polonais de la liberté. Voici maintenant les autres faits marquants de l'actualité en France et à l'étranger sous forme de télégramme et avec le commentaire ce soir d'Alain Chabot. Le directeur des chemins de fer pakistanais suspendu après la collision hier entre un express et un train de marchandises. Pour l'instant, on parle d'une centaine de morts, mais le bilan pourrait encore s'alourdir. 8000 personnes évacuées aux Philippines après l'éruption aujourd'hui du Pinatubo, un volcan en sommeil depuis 600 ans. Aucune victime à signaler. Pendant ce temps, au Japon, une soixantaine d'habitations ont été détruites par des coulées de lave s'échappant du mont Hunsen. Triple greffe cœur-poumon-foie sur un enfant de 10 ans, une première mondiale. L'opération a été réalisée avec succès en février dernier à Paris, mais la nouvelle vient seulement d'être connue. Double attentat la nuit dernière à Saint-Denis de la Réunion. Des engins explosifs ont été lancés contre le domicile et la société d'un important homme d'affaires local. Pas de victimes, mais de gros dégâts matériels. Pas de chance pour Florence Artaud lors du départ aujourd'hui à Lorient du Tour de l'Europe à la voile. Son trimaran Pierre Ier, parti en tête, heurte sur ces images 2 bateaux pneumatiques, obligeant la gagnante de la route du Rhum à faire demi-tour. Technologie, l'utilisation de la peau des requins dans l'aéronautique. Depuis près d'1 an, la reproduction très méticuleuse mais artificielle, je vous rassure, de la peau des squales permet d'augmenter l'aérodynamisme des avions et par conséquent de réduire leur consommation énergétique. Cette technologie, notamment expérimentée à Toulouse, devrait connaître un grand destin international. Olivier Loubet. La peau du requin n'a pas encore livré tous ses secrets. Depuis plusieurs années, les aérodynamiciens se penchent sur la surface striée du redoutable poisson. Il y a 2 ans, un film plastique de quelques microns d'épaisseur reproduisant le fin rainurage de la peau du requin était enfin produit. Le résultat d'un travail de recherche des ingénieurs aéronautiques d'Airbus et d'Aérospatiale et des industriels de 3M, géants de l'adhésif. Les essais grandeur nature ont commencé en novembre 89. Un Airbus fut en partie recouvert des fameux riblets, signifiant petite cote. Sur un Airbus A300-600 de la Lufthansa, la résistance et la tenue du film plastique ont été testées pendant 1 an dans toutes les conditions de météo et de vol. Une analyse globale sera prochainement effectuée, mais d'ores et déjà, la réduction de traînées de frottement et de turbulence sur l'avion permet d'avancer des économies de kérosène allant de 1,5 à 2%. De quoi séduire les compagnies aériennes qui verront ainsi l'autonomie de leurs appareils s'accroître. La peau de requin pourrait ainsi devenir une option au moment de l'achat d'un Airbus. Autre enseignement de l'expérience, les riblets pourraient être reproduits directement dans certaines parties de l'avion réalisées en matériaux composites. Une peau de requin qui connaîtra demain, pourquoi pas, d'autres applications pour le TGV ou encore la Formule 1. Le tennis maintenant, c'est finalement Jim Courier qui a inscrit son nom en bas de la coupe du tournoi du centenaire à Roland-Garros. Il était 19h12 lorsqu'il a enlevé la finale du simple messieurs devant André Agassi en 5 manches. Dominique Champeau. La bannière américaine flotte sur Roland-Garros, car 2 de ses étoiles, André Agassi, le kid de Las Vegas, et Jim Courier, le cogneur de Dead City, ont été en quelque sorte nourris au même lait, celui de l'université Bollettieri. On y apprend à taper fort dans la balle, et ces deux-là, majors de leur promotion, savent parfaitement ce que cela veut dire. Néanmoins,
pour s'être montré plus entreprenant. Agassi remportera le premier set de ce duel presque fratricide. Après 2 interruptions dues aux averses, Courir retrouvera ses jambes, son bras et aussi sa confiance. Il remporte la 2e manche et même s'il concède la 3e, sa puissance commence à faire des dégâts. Agassi à cet instant plie, mais tarde encore à se rompre. S'il vous plaît, les joueurs sont prêts, un peu de silence. Merci. C'est à 4 jeux partout dans la 5e manche que le Kid cédera définitivement devant Battling Jim. Usé, laminé par le travail de sabre de Courir, qui pour la première fois de sa carrière remporte un tournoi du Grand Chelem. Il laisse André Agassi à sa déception, c'est la 2e fois consécutive qu'il échoue tout près du but. Lac Darmina, vous étiez à Roland-Garros cet après-midi. C'est la pluie, à votre avis, qui a perdu Agassi? Oui, je suis parti juste après la première interruption. Oui, Agassi était bien parti. Il avait gagné le premier set. Il menait 3-1 au deuxième set. Et voilà, et je crois que ça lui a été fatal. L'autre a dû reprendre du poil de la bête. Et j'ajoute cette information en sport encore. Le soviétique Sergei Bubka a amélioré son propre record du monde du saut à la perche cet après-midi à Moscou en franchissant 6 mètres 08. Pour finir, de la musique du camp du Drap d'Or entre Henri VIII et François Ier jusqu'à l'Eurotunnel. Boulogne-sur-Mer a toujours vécu au rythme britannique. Actuellement, pour tous les week-ends du mois de juin, la musique anglaise est au centre de l'opération Music Rempart. Reportage de Claude Gleman et de Philippe Basquin. Des Romains à Napoléon, le destin de Boulogne-sur-Mer est lié à celui de l'Angleterre. Music et Rempart, 3 week-ends de juin avec des artistes britanniques et un programme couvrant 5 siècles de compositeurs. Les fêtes de Music Rempart ont commencé avec le temps où les rois eux-mêmes étaient des musiciens. Je me bornerai à parler de Henri VIII comme compositeur, un compositeur tout à fait honnête, mais ce n'est pas tous les jours qu'on trouve un monarque qui est aussi compositeur. Mais il était surtout grand mécène, Henri VIII. On a l'habitude d'entendre les artistes anglais chez nous, mais peut-être pas dans ce cadre, qui est tout de même unique, la vieille ville de Boulogne. Music et Rempart, c'est tout de même le titre de cette opération que je ne nommerai pas festival. Cité enclavée, à l'écart des itinéraires festivaliers traditionnels, Boulogne-sur-Mer et ses remparts valent sans aucun doute plus qu'un simple détour. Fin de cette édition, dans un instant, la météo complète de Michel Touré. Merci à Lac Darmina d'avoir été ce soir le grand témoin du 19-20. Je vous retrouverai à 22h20 pour Soir 3. Passez d'ici là un très bon début de soirée.